Bonjour à tous, mes jeunes apprentis. Comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui nous allons étudier ce qu'on a appelé la crise boulangiste, qui a eu lieu à la fin des années 1880. Mais pour commencer, je vais vous redonner le contexte politique. Le 30 mars 1885, Georges Clemenceau, qui est député radical, et dont on va réentendre parler plus tard, fait chuter Jules Ferry à cause du Tonkin. Le Tonkin, c'est une colonie dans la partie septentrionale, c'est-à-dire nord, du Vietnam. Jules Ferry, vous vous en souvenez, était président du Conseil et ministre de l'Instruction publique avant de devenir ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il chute à cause de Clemenceau, puisque le Tonkin est donc une colonie qui est devenue un protectorat français en 1884. Et en fait, cette colonisation de la France en Asie a provoqué une guerre avec la Chine. On doit donc envoyer des soldats pour protéger les nouvelles colonies. Et à ce moment-là, les opposants à la colonisation accusent Jules Ferry et tous les autres promoteurs de la colonisation d'envoyer des soldats en Asie pour mourir en fait inutilement, au lieu de se consacrer à la préparation de la défense future de la France dans le but de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ça, c'est côté politique coloniale. En parallèle, on a un scandale qui commence à émerger, ce qu'on va appeler le scandale de Panama. Il y a une corruption dans l'entreprise qui est chargée de percer le canal de Panama, qui devra relier l'océan Atlantique et le Pacifique en Amérique latine, et ce canal, il est percé par des industriels français. Ces industriels et ces politiciens, en fait, on commence à se rendre compte qu'ils sont impliqués dans beaucoup d'affaires de corruption, et ils commencent à être discrédités, ce qui est très mauvais pour l'image de la République aux yeux de l'opinion publique. Donc, après la chute de Jules Ferry, Brisson, qui est président de la Chambre des députés depuis 1881, devient président du Conseil le 6 avril 1885. Brisson, c'est un franc-maçon, très anticlérical et partisan de l'éducation primaire obligatoire. Vous voyez, en fait, c'est une synthèse des républicains qui sont au pouvoir à l'époque. Alors, avant de poursuivre sur la crise boulangiste, je me dois de vous parler un tout petit peu de la mort de Victor Hugo. Cette même année, le 22 mai, Victor Hugo meurt. À cette occasion, on organise des funérailles nationales, puisque Victor Hugo, c'est vraiment un symbole d'homme engagé pour la République, qui s'est opposé à l'Empire. Je vous rappelle les poèmes, par exemple, qu'il écrivait pour discréditer Napoléon III, et puis il a été exilé pendant toute la période de l'Empire, donc Victor Hugo est vraiment un symbole d'homme qui s'est complètement dévoué pour la République. Et puis il a été député, je vous le rappelle également, avant l'émergence du Second Empire. À l'occasion des funérailles de Victor Hugo, ces funérailles sont donc nationales, le Panthéon est relaïcisé par décret du président Jules Grévy pour y enterrer Victor Hugo. Le Panthéon était construit à la fin du XVIIIe siècle pour devenir une immense église dédiée à Sainte-Geneviève, la patronne de Paris, et puis la Révolution est arrivée au moment où l'église commençait à être finie. Ce panthéon est donc devenu vraiment un temple dédié à la mémoire des grands hommes de la nation. Panthéon, c'est un temple dédié aux grandes divinités, et donc on a utilisé ce terme de panthéon pour ce bâtiment, pour vénérer les grands hommes de la République. Ce panthéon était donc un temple républicain, il est redevenu sous la Restauration une église. Ensuite, petit à petit, les deux aspects ont cohabité, on a laissé des grands hommes enterrés au Panthéon, mais c'est resté quand même une église, et en fait en 1885, ce sont les républicains laïcs qui sont au pouvoir. Symboliquement, ils décident de relaïciser le Panthéon, ce n'est donc plus une église à partir de ce moment-là, ce n'est plus que le Panthéon, et Victor Hugo y est enterré. Le cercueil de Victor Hugo est d'abord exposé à l'Arc de Triomphe avant d'être porté en procession au Panthéon. En fait, par ce symbole, la République essaye de s'unifier autour des grands hommes, et je vous rappelle que ce qui est écrit sur le fronton du Panthéon, c'est « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». En octobre de cette même année 1885 ont lieu des élections législatives. Il y a 583 sièges à pourvoir. Il y a plus de sièges qu'aux élections précédentes. On constate lors de ces élections une remontée des conservateurs, vous pouvez le voir sur le diagramme qui s'affiche.
Et la Chambre est constituée en 5 groupes politiques. L'Union conservatrice en tête avec 201 sièges, l'Union des gauches qui est l'Union des gauches républicaines avec 200 sièges, le centre-gauche 83 sièges, l'extrême gauche 60 sièges et la gauche radicale 40 sièges. La majorité, par rapport à tous les sièges qui sont à pourvoir, elle est de 292 sièges. Vous voyez donc qu'aucun groupe n'est capable de former une majorité. Et qu'en plus, le seul groupe qui est en tête, c'est la droite conservatrice, et en fait, elle ne peut pas s'allier avec le reste des groupes qui se constituent. Il est donc impossible de former un gouvernement d'un seul groupe, et impossible de former un gouvernement avec à sa tête les conservateurs qui ont pourtant remporté les élections. Les institutions sont ingouvernables et Brisson reste président du Conseil. Il forme ce qu'on appelle un cabinet de concentration républicaine qui rassemble toutes les sensibilités républicaines et en fait ça va être un gouvernement de coalition qui va réunir les membres républicains des différentes gauches, des différents groupes qui vont s'associer. Mais ils ont beau être tous à peu près de sensibilité de gauche, ils sont de groupes différents donc la coalition va être très fragile. Tout cela nous mène donc au petit 3, la crise boulangiste, le régime parlementaire en danger. Le 28 décembre, Jules Grévy est réélu président de la République. Chose importante à noter, c'est le premier président de la République qui finit un septennat. Les précédents n'ont jamais fini leur mandat, que ce soit Adolphe Thiers, Patrice de Mac-Mahon, ils ont démissionné, et puis Louis-Napoléon Bonaparte, le premier des présidents de la République, lui, n'avait pas fini son mandat puisqu'il était devenu empereur au moment où il aurait dû arrêter d'exercer le pouvoir. Donc Jules Grévy a fini un septennat, il est réélu, et il a battu le fameux Brisson aux élections présidentielles. Brisson s'était présenté contre lui, et donc comme le Parlement a réélu Grévy, Brisson démissionne de la présidence du Conseil, il faut donc trouver un nouveau président du Conseil. Le 7 janvier 1886, Freycinet est de retour pour former un gouvernement de coalition, c'est-à-dire qui réunit des républicains des différentes tendances. Clémenceau est influent, il a beaucoup d'influence à la Chambre et donc il arrive à imposer certains ministres de son entourage. Il impose le général Boulanger comme ministre de la guerre. Le ministère de la guerre, c'est ce qu'on appelle traditionnellement, qu'on appelait le ministère de la Défense et qu'on appelle depuis l'élection d'Emmanuel Macron le ministère des Armées. C'est le ministère de la guerre. Boulanger, qui est-il? C'est un républicain, il est très patriote et il est très populaire. Il ravive les tensions avec l'Allemagne tant qu'il est au pouvoir. Le ministère donc qui se met en place réaffirme son attache à la République. Par exemple, le 22 juin, une loi reproclame l'exil de tous les membres des anciennes familles régnantes. Donc tous les membres des familles royales ou impériales doivent s'exiler. Boulanger, lui, c'est un héros de guerre, il a été plusieurs fois blessé et pendant la Commune, il s'est montré magnanime avec les communards. Donc il permet de faire l'unité. Vous voyez, on n'a pas des anciens communards qui vont s'opposer à lui puisqu'il a été magnanime. Il est par contre revanchard face à l'Allemagne, et en plus il a un certain don de se mettre en scène. Il est vu comme un homme providentiel en fait, et au défilé du 14 juillet 1886, il est vraiment acclamé comme un homme providentiel, et à titre d'exemple, durant l'année 1886, pas moins de 300 chansons à sa gloire sont écrites. En parallèle à ça, donc Boulanger est très bien vu, il va rester un certain temps au ministère de la guerre. Par contre, les gouvernements vont se succéder, ne vont pas durer longtemps. Freycinet est remplacé par René Goblet en décembre 1886. Goblet garde Boulanger au ministère. Maurice Rouvier devient lui président du Conseil en mai 1887, donc vous voyez, René Goblet est resté même pas 6 mois. Par contre, Maurice Rouvier, lui, va renvoyer Boulanger puisqu'il craint justement cette influence trop importante du général. Ensuite, Pierre Tirard va remplacer Maurice Rouvier en décembre, puis Charles Floquet va remplacer Maurice Tirard en avril 1888 jusqu'en février 1889. Je vous dis tous ces noms qu'il n'est pas nécessaire de retenir, mais tout ça pour que vous reteniez par contre qu'entre janvier 1886 et février 1889, donc en à peine plus de 3 ans, 5 présidents du Conseil se succèdent. Il y a donc beaucoup d'instabilité gouvernementale, et qui dit instabilité dit aux yeux de la population inefficacité.
Je vous ai dit donc que le président du conseil Rouvier renvoie le général Boulanger, mais le général Boulanger reste très populaire. Début 1887, il n'est plus ministre. Il y a des élections partielles pour la Chambre des députés à Paris. Il obtient 100 000 voix sans même s'être présenté. Il ne s'est pas présenté parce que, étant militaire, il est inéligible. On craint donc un coup d'État à cause de cette popularité. On craint un coup d'État le 14 juillet suivant. Et donc pour l'écarter, le général Boulanger est nommé à Clermont-Ferrand, donc nommé pour servir l'armée. Il est nommé le 8 juillet pour l'éloigner à temps de Paris, avant le 14 juillet. Mais en fait, une foule parisienne va tenter de le retenir à Paris. Il part quand même à Clermont-Ferrand. Les mois s'écoulent. En décembre, le président Grévy est contraint de donner sa démission. Pourquoi? Son gendre trafiquait des remises de Légion d'honneur. Grévy est remplacé par le président Sadi Carnot le 3 décembre, mais le régime est discrédité et en fait la droite monarchiste, qui se sent à nouveau pousser des ailes, veut utiliser le général Boulanger pour permettre la restauration. En mars 1888, donc 3 mois plus tard, Boulanger est mis en inactivité le 25, et en fait il est même carrément mis à la retraite 2 jours après, le 27 mars. L'idée, c'est de l'éloigner de la vie politique et donc d'éloigner le danger. Mais en fait, en le mettant à la retraite, il n'est plus militaire actif, il devient donc éligible. Et au mois d'avril, un mois plus tard, à peine un mois en fait, puisqu'il est mis à la retraite le 27 mars, il est élu député du Nord. Il devient chef du camp nationaliste à la Chambre des députés et des centaines de personnes vont assister à son entrée comme député à la Chambre quand il est investi. Et il mène alors une campagne vigoureuse contre le gouvernement. Il exige la révision de la Constitution, il prône la dissolution de l'Assemblée parlementaire, et le 12 juillet, on arrive carrément à un affrontement violent verbal avec le président du Conseil, Charles Floquet. Les deux hommes en viennent aux mains, si j'ose dire, le 12 juillet, puisqu'ils se battent en duel. À l'époque, c'est une tradition qui se fait et qui n'est pas encore interdite. Ils se battent en duel donc le 13 juillet, et en fait c'est Boulanger qui est blessé. Après cet épisode, ayant démissionné de sa charge de député, Boulanger se fait à nouveau plébisciter à l'occasion de nouvelles élections partielles, dans les élections partielles du pays en général, pas seulement dans le Nord ou à Paris. L'agitation donc dans le pays est à son comble. Le gouvernement réagit en dénonçant ce qu'il appelle un complot boulangiste, c'est de là qu'on a retenu le terme, et il lance carrément un mandat d'arrêt contre le général en avril 1889. En 1889, on continue de craindre un coup d'État, mais Boulanger veut absolument être dans la légalité, il ne veut pas entrer dans le côté obscur en faisant un coup d'État. Le Sénat se forme en haute cour de justice pour juger les factieux. Vous savez, des factieux, ce sont des complotistes contre l'État. Et Boulanger va prendre peur, il s'exile en Belgique, puis au Royaume-Uni. C'est la fin de l'épisode boulangiste en 1889, et cet épisode ne va pas ressusciter puisque le général meurt en 1891. Conclusion sur cette crise boulangiste. Boulanger est populaire à la fois chez les ouvriers et il a donné espoir aux monarchistes. Finalement, la monarchie n'est pas restaurée et elle devient juste une idée associée au nationalisme. Quelques années plus tard, ça va être théorisé par un homme qui s'appelle Charles Maurras. Mais en tout cas, l'idée vraiment de restaurer la monarchie s'éloigne de plus en plus, et l'épisode boulangiste a été une parenthèse qui n'a pas abouti. Comme dit la reine Jamilia de Naboo dans L'attaque des clones, nous devons garder foi en la République. Le jour où nous cessons de croire que la démocratie fonctionne est le jour où nous perdons. D'autre part, on constate quand même que la République peut être menacée aussi par le milieu anarchiste. J'ai parlé avec Boulanger du milieu nationaliste, du milieu anti-parlementariste, du milieu monarchiste, mais la République est attaquée de l'autre côté par le milieu anarchiste. Il y a des attentats. Le 9 décembre 1893, par exemple, il y a un attentat à la bombe dans la Chambre des députés. Et en 1894, carrément, le président Sadi Carnot est tué par un anarchiste. Les anarchistes refusent ce qu'ils appellent une république bourgeoise. À la suite de la mort de Sadi Carnot en 1894, Jean-Casimir Perier devient président de la République le 27 juin 1894.
mais il démissionne après juste 6 mois de mandat. Il est dépité du peu de marge de manœuvre de sa fonction, il est poussé à la démission par l'aile gauche du Parlement, et il est remplacé par Félix Faure le 17 janvier 1895. Donc vous voyez, il y a une instabilité ministérielle, et puis il y a même une instabilité à la présidence de la République, puisque après Grévy démissionne 6 mois après le début de son deuxième mandat, Sadi Carnot est tué en 1894, son successeur lui-même démissionne 6 mois après son élection, donc la République est quand même instable, mais elle est bien installée. La Commune et sa mémoire persistent, la Commune devient une référence pour les anarchistes et pour les milieux socialistes, et ça va s'approfondir dans le temps, et j'y reviendrai dans le prochain chapitre. Quant à la prochaine vidéo, on restera dans cette grande partie, et ça sera la fin de cette grande partie. Je vous parlerai d'un autre épisode politique qui a secoué encore la République, l'affaire Dreyfus. D'ici cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.